Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite interview avec Greg. On va parler d'immobilier à nouveau, comme sur cette chaîne, où je parle de crowdfunding immobilier parce qu'on est du côté des investisseurs. Mais aujourd'hui, on va faire la passerelle avec l'autre côté, les porteurs de projets, les marchands de biens. C'est ce qu'est Greg et donc je vais le laisser se présenter. Ah, salut Laurent, bah, écoute, merci beaucoup pour l'invitation déjà, ça fait super plaisir. On se suit depuis un petit moment, donc je suis très honoré de participer à ta chaîne YouTube. Moi, je m'appelle Grégoire Fourgeot, j'ai 37 ans, je suis multicasquette comme beaucoup, je suis marchand de biens, investisseur, père de famille et toujours salarié en parallèle, donc ça c'est mes activités principales. Et aujourd'hui, on va parler évidemment de crowdfunding, parce que j'ai fait un peu de crowdfunding pour mes différents projets. D'accord. Effectivement, ouais, on se connaît depuis quelque temps. Voilà, on est tous les deux de la région bordelaise. Et justement, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené au départ, voilà, le déclencheur pour investir dans l'immobilier? Est-ce que tu as fait des choses avant d'être marchand de biens? Et puis aujourd'hui, si je comprends bien, tu as ta société. Et je crois d'ailleurs que j'ai déjà investi sur certains de tes projets, vu que tu as déjà porté des projets sur la première brique. Alors, pour refaire un peu mon parcours en gros, pour pas qu'on y passe 2 heures, mais moi, j'ai déjà eu une entreprise dans le passé, que j'ai fermée en 2015. Après, je suis reparti un peu salarié. D'accord. L'idée, c'était surtout, de pouvoir emprunter, parce qu'on était dans l'âge d'or de l'immobilier. Il y a 4-5 ans de ça, les taux étaient très bas. On pouvait encore faire du 110 on peut encore faire, du calcul différentiel. Ça, c'est la préhistoire de l'immobilier. Tout ça, maintenant, quand on y pense, c'était une époque qui était absolument bénite. Pour faire du 110 quand j'y repense, j'aurais dû en faire 10 fois plus, en fait. C'est ça qui me frustre un peu aujourd'hui. Mais C'est j'ai fini démarré par du. aujourd'hui, hein. Clairement, Hein. là, c'est bien plus compliqué aujourd'hui. Maintenant, Ouais, bon, c'est aujourd'hui, terminé. ça n'existe plus. Tout ce que je vous dis là, on commence à être vieux déjà. C'est un peu problématique. Donc, j'ai commencé par faire du locatif. J'ai commencé déjà par ma RP, par ma résidence principale. Ça, c'était en 2016-2017. On a commencé à acheter et puis on s'est très vite rendu compte que, en fait, c'était assez magique parce qu'on amortissait du crédit et de mois en mois, je voyais que le capital amorti baissait et je me disais, mais si je revends la maison, du coup, je gagne de l'argent. Je dis, mais en fait, dans l'immobilier, il y a peut-être quelque chose à faire. Et par la suite, on a commencé à acheter un premier immeuble, puis un second. Et puis après, on s'est un peu fait bloquer par les banques. Et après, du coup, quand je dis on, c'est avec ma femme, parce que ma femme me fait un petit coup de main aussi Ouais. sur les parties qui comment dire, me passionnent moins. Et après, on a enchaîné sur le marchand de biens. Et puis, on a fait une première OP avec la première brique, évidemment. Et puis là, j'en ai d'autres en cours aussi avec la première brique. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Donc là, aujourd'hui, j'ai deux OP en cours, notamment financés par la première brique, dont tu as participé, je crois. Oui. Une sur la deuxième, j'ai un petit doute, tu vois. Je ne sais Mais plus exactement, il faudrait que je vérifie. on peut en parler si tu veux. En fait, la Oui, deuxième, bien sûr, bien sûr. la deuxième, elle est passée sous le manteau. Elle n'est pas passée sur l'espace public, en fait. Elle est passée sur l'espace privé de la première brique, en fait. Elle a été, on appelle ça des club deals, en fait. Elle est passée en club deal, la deuxième OP. Oui, il y a une deuxième partie, effectivement. Ouais, Ça permet d'investir un petit peu différemment. Effectivement, c'est la ça. partie publique, c'est très pris rapidement. C'est pour ceux qui mettent des petits billets entre 1 et 2 000 euros. Il y a une partie club qui est un petit peu à part, pas accessible pour tous, où voilà, les modalités sont un petit peu différentes. Ou d'ailleurs, je crois, on peut investir aussi en société. OK. Et du coup, là, les deux projets sont en cours. Il y en a un qui va se terminer peut-être bientôt, non? Il me semble. Alors, les 2 projets ont été financés cet été. Là, ce qui va se passer, c'est que, là, c'est des biens que j'ai achetés aux enchères et du coup, là, ce qui va se passer, c'est que c'est des biens qui sont même occupés. Donc c'est vraiment, là, quand on est marchand de biens, on cherche vraiment, des choses qui sortent vraiment des sentiers battus. J'aime beaucoup l'expression, qui dit, c'est quand, le sentier s'arrête que l'aventure démarre et là, en marchand de biens, c'est clairement le cas. Donc là, évidemment, c'est plus trop fait pour monsieur tout le monde, hein. Là, sur ta chaîne YouTube, on parle d'investissement, au sens large. Là, on parle vraiment d'entrepreneuriat au sens, vraiment, prise de risque, quoi. Effectivement. Alors vis-à-vis d'ailleurs des locataires, hein, c'est un petit point de détail, après on va Mmh. remonter peut-être sur les critères qui te permettent de choisir certains biens plutôt que d'autres. Tu as prévu un budget d'éviction? Parce que je sais, moi j'analyse beaucoup sur ma chaîne voilà, des projets et je vois régulièrement une petite ligne où certaines fois, même sur des projets à plusieurs millions d'euros, ils mettent 250 000 euros, voilà, une somme budgétée pour l'éviction de certains locataires. Donc c'est assez impressionnant. Et tu as prévu ce genre de choses où tu vas tu envisages voilà, d'autres méthodes peut-être, bien sûr légales, hein, mais d'autres méthodes pour récupérer le bien vide.
Alors, là, en fait, on parle de montage d'opération. Donc là, on est plus dans l'opérationnel, plus que dans la partie financement. Donc dans la partie opérationnelle, eh bien, évidemment, on va aller rencontrer, les occupants. Donc là, c'est des occupants, des propriétaires. Donc ce sont des gens qui se sont fait saisir à la suite de liquidation, enfin de boîtes qui ont fermé, de redressement même. Ils se sont fait saisir leur entreprise. Donc ce sont des situations qui ont dérapé, on va dire, pour se retrouver, devant un juge et d'avoir la maison saisie. Donc déjà, ce sont des gens qui sont un peu, on va dire, échaudés parce qu'ils reçoivent beaucoup de courriers de l'administration, Ouais, que ce soit les avocats, les juges. Donc il y a déjà tout un parcours, hein. C'est l'administration française est très rapide, comme vous le savez. Et du coup, c'est des gens qui sont empêtrés là-dedans depuis déjà plusieurs années. Donc il y a avec des dettes qui sont pour la plupart à 6 chiffres, hein. Donc là, ça commence à taper très très dur au niveau dettes. Donc du coup, les biens sont saisis. Et en fait, la façon dont on va gérer les choses, c'est on est d'abord des humains. En fait, marchand de biens, plus que vous ne le croyez, on est plutôt des humains. Donc on essaie de communiquer, on parle avec un sujet, un verbe, un complément. Donc on ouais, essaie de non, c'est passer, sûr. on essaie de faire ça proprement, d'échanger avec eux beaucoup, leur proposer des solutions, leur donner un petit peu de temps aussi, parce que évidemment, ils ont besoin d'un peu de temps. Et on leur met aussi les huissiers sur le dos parce qu'évidemment, on a besoin de récupérer le logement, revendre le bien rapidement et pour récupérer la trésorerie. Parce que là, en marchand de biens, l'idée, c'est de. En fait, en marchand de biens, en visite, on essaie déjà de savoir quand c'est qu'on va repartir. Donc, c'est assez paradoxal, Oui, ouais. c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, justement, pour reprendre de la hauteur, alors effectivement, moi j'analyse beaucoup de projets. Et du côté des investisseurs, bah, écoute, on met un capital, on va récupérer des intérêts par la suite. Puis surtout, quand on analyse, on définit un certain nombre de critères, hein. La marge, s'il y a des travaux, enfin, on regarde beaucoup de choses également, les garanties. Les garanties, c'est super important. Mais derrière, côté marchand de biens, toi, quels sont tes critères principaux? Parce qu'effectivement, il y a la marge quand même qui doit être conséquente, parce que derrière aussi, vous êtes imposé dans vos sociétés. Mais bah, quels sont les critères principaux pour un marchand de biens, pour toi, ce que tu cibles également, parce que tu as peut-être des particularités. Est-ce que tu vas plus vers des projets où il y a des travaux, ou tu évites cela? Voilà, parce qu'on voit pas mal de choses sur le sujet. Alors, le marchand de biens, on va parler clairement, c'est pas quelqu'un qui est fan des travaux à la base. L'activité principale de marchand de biens, pour ceux qui ne connaissent pas l'activité, à la base, c'est d'acheter un bien, le découper, de le revendre à la découpe. On appelle ça revente en plateau. Et on essaie d'éviter autant que possible la rénovation parce que ça nous bloque la trésorerie. Enfin, il y a plusieurs points en fait. C'est que ça va nous bloquer notre trésorerie pendant un certain temps. Entre-temps, on ne peut pas commercialiser. Il va y avoir aussi des problématiques autour des assurances et au niveau des dommages ouvrages, notamment pour les gros travaux. Donc, du coup, on est tenu responsable de tout ce qu'on fait, comme on est des sociétés, comme on est des vilains riches qui essayent de gagner de l'argent. Bah, du coup, forcément qu'on se fait taper dessus si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'idée première du marchand de biens, c'est d'essayer de revendre le plus rapidement possible et si possible sans faire de travaux. Donc, les marchands de biens, les plus gros que je connais, tu les connais aussi, on les voit passer sur les réseaux Oui, sociaux. Ils essaient d'éviter au maximum les travaux autant qu'ils peuvent. Donc, ça, c'est vraiment le b.a.-ba. On peut faire des rénovations simples parce qu'il y a des cas de figure où parfois ben, le bien a du mal à se vendre, ou parfois il peut y avoir voilà, des soucis X ou Y, ou alors le marché se retourne, comme là on le voit ces 6 derniers mois, on se retrouve face à une pénurie d'acheteurs qui est quasi problématique. Donc on peut peut-être en échanger après sur le sujet si tu veux. oui. Mais clairement, le marchand de biens, il est feignant. Enfin, il est feignant. Il essaie de s'emmerder le moins possible, quoi. C'est pour Ouais, parler poliment. il va au plus simple. C'est Alors, ça. j'ai pas mal d'autres questions derrière, mais effectivement, vu que tu as commencé à aborder le marché qui se tend un petit peu, enfin, qui est beaucoup plus compliqué en ce moment, effectivement, il y a la hausse des taux, il y a la hausse aussi des matières premières, enfin, pour ceux qui font les travaux. Moi, je suis assez inquiet là-dessus. C'est pour ça que mes critères, d'ailleurs, dans la sélection des projets de crowdfunding immobilier deviennent de plus en plus, voilà, stricts. Ça devient assez compliqué. Bon, il y a la garantie, on pourra en reparler tout à l'heure, mais effectivement, vis-à-vis du marché, ça devient compliqué. Et en préparant justement l'interview et l'échange, je me demandais d'ailleurs si tu étais à la place, voilà, du ministre de l'économie, ou si t'avais, voilà, ta voix pouvait porter au niveau des oreilles d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que tu dirais justement, parce qu'on voit que la promotion immobilière est vraiment en difficulté, quoi. Clairement, je vois des projets Sinistré. Tu proposés peux en dire crowdfunding sinistré. immobilier où tu as des marges, voilà, à 8-9%, mais tu te dis c'est un projet sur 24 mois, il peut se passer 10 000 trucs. La Mm. hausse des prix, des fois, il n'y a pas de commercialisation derrière. Enfin, moi, je retire pour le moment tout ce qui est promotion immobilière en crowdfunding immobilier, mais ça devient vraiment compliqué parce qu'on voit aussi en parallèle qu'on ne construit pas assez de biens. Les taux augmentent, les acheteurs, alors tout le monde dit que les prix vont baisser, alors ils baissent un petit peu, on le voit, mais
en parallèle, il y a aussi un déficit de biens. On construit pas assez, il n'y a pas assez de biens. Donc, est-ce que ça va vraiment baisser encore plus? Enfin, quel est ton ressenti, toi, sur le terrain? Parce que moi, je Alors, suis derrière mon ordinateur. Moi, j'investis sur des projets, je les sélectionne sur des critères un peu financiers. Mais toi, sur le terrain, comment tu le sens, ça? alors déjà, moi, en tant que porteur de projet, en tant que marchand de biens, en tant qu'investisseur, je passe beaucoup de temps au téléphone avec les copains, avec l'entourage, le réseau, entre marchands de biens, avec les agents IMO aussi, on discute et on essaie de comprendre exactement ce qui se fait autour de nous. On essaie déjà, en fait, le marché, c'est tous les gens qui nous entourent. Donc déjà, on essaie de ressentir déjà quelle est l'atmosphère générale. Et je le vois autour de moi, le temps est pas au beau fixe. C'est pour ça que je vous encourage tous, chacun, à ne pas hésiter à aller dans des rencontres physiques, à aller rencontrer d'autres investisseurs, d'autres marchands de biens. Sur ta chaîne YouTube, on parle de liberté financière, mais aller rencontrer d'autres profils qui sont proches de ce que vous faites pour essayer de vous rendre compte du coup du marché actuel. Parce que les médias, c'est une chose, les médias drainent beaucoup de peur, donc ça c'est vrai. Il y a des signaux d'alerte qui sont quand même relativement importants, notamment la hausse des taux. Donc, sauf si vous avez dormi dans une grotte ces 10 dernières années, vous avez vu que là, en 6 mois, on s'est mangé 3% d'augmentation sur les taux. Donc, c'est quand même considérable. Et il faut vraiment faire très, très attention à comment on se positionne. Là, sur la partie marchand de biens, le critère de base, de toute façon, pour faire une bonne affaire, nous, on est obligé d'acheter à des prix qui défient toute concurrence. Donc, c'est vraiment le critère. Moi, mon critère principal, c'est d'acheter au meilleur prix. Il n'y a pas d'autre critère qu'acheter au meilleur prix parce que quand on Ouais. va revendre et faire une marge, l'idée, c'est d'encaisser un delta. Donc, si on n'a pas de stratégie pour acheter au meilleur prix, c'est très compliqué de faire une marge. Donc, déjà, ça passe par là, en tout cas pour ma part. D'accord. D'accord, d'accord. Mais effectivement, ouais, c'est majeur. Alors après, donc sur tes deux projets, j'imagine que tu pouvais peut-être pas passer aussi par un financement par des banques qui ont pignon sur rue. Qu'est-ce qui t'a amené après à aller rechercher une plateforme de crowdfunding, et en l'occurrence donc la Première Brique? Alors la Première Brique, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier qui met donc qui fait le lien entre des investisseurs et des porteurs de projets, hein, que ce soit de la promotion immobilière ou du marchand de biens. Alors, sur la Première Brique, il n'y a pas de promotion immobilière. Enfin, à ma connaissance, moi, j'ai pas vu de projet là-dessus. Si, il y D'ailleurs, en si a, il y vous en a. voulez investir, hein, sur cette plateforme, bah, il y a un lien en description, n'hésitez pas, hein, ça vous permet d'obtenir un petit pourcent supplémentaire sur votre premier projet. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené à solliciter la Première Brique? Et puis, bah, est-ce que tu peux nous donner des éléments sur ton approche? Comment tu es passé, entre guillemets, à la moulinette des critères de la plateforme? Parce qu'on sait qu'ils refusent certains dossiers. Tous les dossiers sont pas bons par rapport à leur grille de critères qui est hyper stricte. Comment ça s'est passé? Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui, avec grand plaisir. Alors, le choix de la plateforme, c'est. Bah, j'en ai fait plusieurs. Enfin, j'ai contacté plusieurs plateformes. Évidemment, vous vous doutez bien que j'en ai pas fait qu'une seule. Et du coup, le contact avec la Première Brique a été plutôt simple et aisé. Et le contact notamment avec Thomas Dancé, donc c'est un des cofondateurs de la plateforme. Le contact est bien passé. Et du coup, je leur ai présenté des projets et j'ai été suivi. Dans les critères, alors ça va vous paraître fou, mais les banques en marchand de biens financent qu'à partir d'un certain montant. C'est-à-dire que les banques, si vous vous présentez avec un projet à 50 000 ou 60 000 euros ou 100 000 euros ou 200 000 euros, la banque va vous dire vous êtes gentil avec votre projet, mais c'est trop petit pour nous. Donc, c'est vraiment paradoxal. C'est vraiment paradoxal parce que les banques vont commencer à s'intéresser à vous à partir de, on va dire, de 300, 400 000. Ça va dépendre des banques, ça va dépendre des profils. Mais si vous êtes néo-marchand de biens, si demain vous débutez dans l'activité de marchand de biens, que vous voulez faire l'achat-revente, se faire financer, c'est très, très, très compliqué en banque traditionnelle. C'est beaucoup plus simple en crowdfunding. Donc, ça a été un de mes premiers critères, c'est-à-dire de déjà être financé sur un projet. Parce que si on n'est pas financé sur un projet, je veux dire, c'est quoi l'intérêt de signer un compromis, d'essayer d'aller. Enfin, déjà, c'est passé par là. Un de mes premiers critères, c'est être financé et trouver du financement. D'accord. Ensuite, le deuxième critère, c'est que là, je voulais partir sur des projets qui étaient plus gros. Et quand j'ai vu que les taux remontaient et que les difficultés qui allaient arriver, je me suis dit, faut vraiment que j'achète bas, faut vraiment que j'achète très bas. Et moi, je me suis intéressé là, du coup, je m'intéresse beaucoup à la partie enchère pour ma part, parce qu'on achète, voilà, c'est encore une fois, on doit résoudre des problèmes. C'est pas tout rose, hein, les enchères. Il y a d'autres problématiques. On va peut-être pas trop Ouais. épiloguer sur le sujet ici aujourd'hui.
Tu passes Mais par un avocat pour cela. Enfin, il faut quelqu'un d'intermédiaire, oui. c'est ça, c'est ça. Il y a des En pro. intermédiaires. Enfin, ça se fait pas comme ça. Il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je pense que tu mettras des liens dans la description pour Ouais, que. on va en parler juste après, justement, parce que voilà, Greg est assez actif sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. On peut en parler maintenant. Enfin, on va en parler après. Je te laisse continuer, mais oui, effectivement. Et en fait, ouais, j'en parle plus largement sur ma chaîne YouTube. Mais l'idée, c'est d'acheter très très bas. Et en fait, je me suis dit, bon, on va essayer d'essayer d'éviter comment expliquer ça? Il y a une tranche du marché qui souffre plus que d'autres. Je pense notamment les biens qui sont dans les 300-400 000 euros, parce que c'est là où les gens ont comment dire, où leur pouvoir d'achat a le plus souffert. Alors, je vais essayer d'être clair. Euh, les taux ont augmenté, on le voit en début d'année, et en fait, le pouvoir d'achat a baissé. Et vous allez vous retrouver, si demain vous avez une capacité d'emprunt, on va dire, vous pouvez acheter, je ne sais pas, un bien à 400 000 euros, le taux passe brutalement de 1 à 4%, mais vous allez vite vous retrouver avec des mètres carrés en moins que vous pouvez acheter sur la maison équivalente, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais votre pouvoir d'achat a baissé, et du coup, ben, les banques vont demander encore plus d'apports, encore plus de garanties, et il y a une tranche du marché qui a souffert, qui a beaucoup souffert. Là, sur les biens que je vise, on est plutôt sur des parties un peu plus rurales. Les gens ont moins souffert sur la ruralité parce que ce sont des plus petits budgets. Parce que demain, si vous avez un taux d'intérêt qui passe de 1 à 4% sur un bien à 100 000 euros, l'impact sera moins grand que sur un bien à 400, 500 000 euros. Alors, je ne sais pas si c'est bien clair. Si, c'est clair. Non, effectivement. Non, mais Ouais. il faut vraiment regarder et définir des critères stricts pour y aller parce que c'est tellement important. Pour vous, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, après, les plateformes aussi font vraiment un tri là-dessus. Et tu avais posé quelle garantie, enfin, la première brique, tu as demandé quelle garantie sur tes deux projets? Tu as eu une hypothèque de premier rang, tu as eu Ouais, une GAPD? il y a une hypothèque et surtout, je suis caution personnelle. Hein, donc là, Ouais. là, on commence. Alors après, Là, c'est vrai que nous, en tant qu'investisseurs, alors tu peux faire le tour et de pas mal de personnes, la caution personnelle, c'est délicat parce on n'a pas d'ailleurs obligatoirement l'état des lieux du bilan personnel de la personne. Et puis, même si à un instant T, voilà, il y a un bilan personnel, enfin, voilà, des actifs qui sont comme cela, ça ne veut pas dire qu'à la fin du projet, ils seront toujours là. Et c'est pareil d'ailleurs pour les garanties sur les sociétés, tout ce qui est GAPD, nantissement et j'en passe, on est toujours un petit peu frileux. Alors des fois, ça se cumule, c'est très bien, mais effectivement, moi personnellement, le premier, vu la situation du marché immobilier, je vais principalement vers des hypothèques de premier rang. Hypothèque de second rang, on écarte un petit peu. Et on veut, sur une hypothèque de premier rang, aussi avoir une couverture hypothécaire relativement suffisante, parce que si le projet s'arrête en cours de route, on veut pouvoir récupérer le bien, pouvoir le revendre facilement. Et après, on voit un peu plus rarement, je ne sais pas si tu connais cette garantie, la fiducie, qui est vraiment une garantie reine, mais plus. Ça vient pas de la France, ça vient de l'étranger, mais il y en a de temps en temps, et c'est vraiment de belles garanties qui permettent de nous sécuriser. Donc pour moi, enfin voilà, côté investisseur, effectivement, la garantie, c'est hyper intéressant et on voit souvent sur des plateformes des garanties vraiment moyennes et la première brique, effectivement, propose souvent quand même des hypothèques de premier rang et ça, c'est vraiment top. Oui, oui, c'est clair. C'est clair que là-dessus, la première brique, il est assez carré. Moi, ils ont demandé les bilans de la société, ils ont demandé, enfin, il y a quand même un certain nombre de Ouais. documents à fournir. Voilà, ça se fait pas comme ça. Il y a des documents à signer avec des contrats de prêt qui sont relativement précis, parce qu'en fait, là aussi, ça va intéresser ton audience. C'est qu'en fait, c'est des prêts obligataires, donc c'est pas un prêt classique, quoi. C'est pas un prêt classique. Donc c'est la société qui ouvre des obligations pour lever de la dette. Donc du coup, c'est un peu différent que d'une banque traditionnelle, quoi. Ah ouais, c'est différent. Ok, écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour là sur cette première partie. Non, mais c'est intéressant d'avoir ce retour, voilà, de vrais marchands de biens, parce que nous, on est du côté des investisseurs. En fait, Ouais. on est derrière notre ordinateur et on se base sur une plaquette, tout simplement. Donc, effectivement, la plateforme définit les critères de sélection et refuse certains projets. Et puis, à partir du moment où ils communiquent, nous, on repasse sur les projets. Et effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être 50% des projets que je vais laisser de côté et je vais plus me diriger vers les 50% restants, sachant que moi, je suis investi sur quasiment une centaine de projets aujourd'hui. Donc, effectivement, je suis ça de près. C'est pour ça aussi que j'en parle beaucoup sur ma chaîne pour permettre aux gens voilà, de faire les bons choix, tout simplement. Parce qu'effectivement, je prends un petit peu de recul. Le marché du crowdfunding immobilier existe depuis 2014. Effectivement, ça aide beaucoup les porteurs de projets comme toi voilà, à investir. Et c'est important parce que les banques c'est un petit peu plus délicat avec voilà dans certaines situations, mais effectivement c'est important voilà de définir tout ça, ces bons critères et puis voilà quoi.
C'est vrai que tu as raison de le rappeler. Les banques traditionnelles sont un peu frileuses pour les porteurs de projets. Ça devient très compliqué pour les marchands, surtout quand on démarre pour se faire financer, même en suivant. Il y a maintenant d'autres possibilités. Là, tu parles de crowdfunding. Nous, en tant que marchand, il y a aussi ce qu'on appelle le portage immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une société qui va venir se substituer à nous pour acheter le bien et en fait, elle va acheter le bien à notre place et du coup, elle va prendre une marge entre nous et le projet. Donc, il y a d'autres possibilités aussi de se faire financer. Là, c'est des projets qui sont assez petits pour ma part parce que d'une, j'avais pas trop envie de me mouiller sur des gros montants à 500, plus de 500 000 euros, je parle, hein, Ouais. parce que ça existe, hein, on en trouve sur le marché, des immeubles à la découpe, ainsi de suite, notamment parce que j'ai pas envie de passer énormément de temps non plus sur mes projets. J'ai envie que ce soit le plus 80-20 possible. Aussi, là aussi, c'est pareil, c'est-à-dire essayer d'y consacrer pas le moins de temps possible, mais essayer d'avoir un bon équilibre temps, gestion, gain qui est quand même Bien relativement sûr. intéressant. Et vis-à-vis de la suite, justement, tes perspectives, donc c'est pas d'aller vers des projets plus conséquents, parce qu'on le voit également quand on analyse les projets, des projets voilà, à 100 000, 200, 300 000, c'est les projets de base de la première brique, mais on voit sur d'autres plateformes ou aussi sur la première brique de temps en temps des projets à 1 million d'euros, voire même plus, hein, plusieurs millions d'euros sur, je pense notamment sur Clubfunding ou Raisers. Et on voit effectivement sur ces projets-là, très souvent des marges bien plus conséquentes, hein. Là, j'ai investi sur un projet notamment à Bruxelles. Alors, c'était un immeuble de bureau, 12 000 mètres carrés, donc c'était plusieurs millions d'euros, mais 50% de marge. Donc, effectivement, on vit avec une telle marge, même si il baisse le prix, voilà, à la vente de 10-15%, on a toujours de la marge, donc c'est très sécure, d'autant qu'il y avait de belles garanties. Donc justement, la question pour toi, c'est est-ce que à terme, voilà, le Graal, c'est pas d'arriver à avoir suffisamment de liquidité pour aller décrocher des projets vers 1 million d'euros, où il y a moins aussi peut-être de concurrence et plus de marge. Oui, ça c'est une vision du marchand, donc c'est une vision des choses que je Ouais, respecte totalement. Il y a aussi une notion que tu oublies, c'est la notion de gestion du stress pour le porteur de projet. Quand on est sur des projets à 1 million, suivant ce qu'il y a comme quantité de travaux, suivant ce qu'il y a comme demande d'urbanisme, ça peut être assez complexe. Donc, faut vraiment s'accrocher. Je parle en termes de psychologie, ouais, parce que ça commence à être costaud, quoi. Ça commence vraiment à être costaud. Et là, comme tu l'as rappelé, moi, je vois passer des fois des projets sur la première brique où je me dis, avec la marge qu'ils ont, si jamais il y a un bien qui se vend pas bien ou qu'il y a des soucis sur la commercialisation, qu'est-ce qui se passe, quoi? En fait, moi, je me dis toujours, c'est quoi le scénario le plus mauvais? Et est-ce que sur le scénario le plus mauvais, est-ce qu'il y a encore de la marge? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller, quoi? Parce ouais. que en marchand de biens, c'est pas tout rose, loin de là. Il peut y avoir des dérapages sur les travaux, sur l'urbanisme. Il peut y avoir des retards X ou Y. Et il y a plein de surprises, donc vraiment méfiance, quoi. Franchement, méfiance, quoi. Non, c'est sûr. Non, mais effectivement, cette partie de stress, on la voit moins, mais effectivement, sur certains projets, quand on voit des marges faibles, surtout sur des marchands de biens, on voit que la société est récente, c'est leur premier ou deuxième projet, on se dit, surtout qu'en plus vous avez de la fiscalité, il y a la partie TVA aussi qui est un petit peu complexe, Ouais. où on a un petit peu de mal à suivre, mais effectivement, ça fait un petit peu peur certaines fois. Écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Justement, on va peut-être parler un petit peu de tes réseaux sociaux parce que tu es très actif, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. Je mettrai les liens en description, bien Ouais, entendu. ouais, tu mettras des liens en dessous dans la description. Alors évidemment, il y a ma chaîne YouTube qui porte mon nom, que je pense que tu tagueras peut-être même carrément sur le titre si tu veux, comme ça sera peut-être plus simple. J'ai aussi le groupe Facebook Esprit Imo où je partage du contenu, mes vidéos YouTube, où on échange un peu sur tous les aspects au sens large des finances, du marchand de biens, du locatif. Et c'est vrai que j'ai produit énormément de contenu ces dernières années sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, c'était avec très très grand plaisir. Donc voilà, si vous voulez me retrouver, c'est sur ma chaîne YouTube, sur le groupe Esprit Imo. Après, je suis un peu actif aussi sur LinkedIn, mais moyen. Mais c'est plutôt sur la chaîne YouTube et sur le groupe Esprit Imo, ouais. On mettra les liens et puis n'hésitez pas à Ouais. aller voilà, vous abonner, suivre tout ça, toutes les communications de Greg. Et moi, je voulais un peu reprendre de la hauteur au-delà de la partie marchand de biens, justement, et te poser une question. Tu es sur le chemin de la liberté financière, j'imagine, ou du moins c'est un des objectifs peut-être à distance. Alors, c'est qu'une étape pour autre chose derrière et être libre plus globalement. Quelle est ta vision vis-à-vis de ça, justement, de toutes ces démarches, tout ce que tu as lancé depuis de nombreuses années? Et puis, voilà, je crois que tu travailles en parallèle. Est-ce que tu as des objectifs précis au-delà de faire des projets de marchand de biens pour l'avenir, tout simplement? Oui, oui, j'ai des objectifs assez précis en ce qui me concerne. C'est vrai que la liberté financière, c'est quand même
à mon sens, le Saint Graal, pour moi, il y a trois piliers essentiels dans la vie, c'est la santé, le temps et l'argent. Donc, je le répète lentement, c'est la santé, le temps et l'argent. Ce sont les trois piliers. Une fois que vous avez ces trois piliers dans la vie, je pense que vous êtes heureux. Il n'y a pas d'autre message. Si vous avez du temps et de l'argent, et en fait, si vous réfléchissez bien qu'il vous en manque un des trois, il va y avoir un problème. Si vous n'avez pas la santé, vous avez du temps et l'argent, c'est pas possible. Si vous avez, en fait, vous réfléchissez bien entre votre santé, le temps et l'argent, vous allez voir que bon, la santé, moi, ça va, je suis encore, on va dire, j'ai pas de soucis particuliers. Sur le temps et l'argent, bah, évidemment, bah, l'argent, ça se bâtit sur le long terme, ça se bâtit avec des actifs. Donc, du coup, c'est ce que tu essaies de développer sur ta chaîne, c'est d'essayer de diversifier, que ce soit en bourse. Là, tu parles de crowdfunding sur cette vidéo. Là, moi, je suis plutôt un profil un peu plus, on va dire, un peu plus téméraire, un peu plus ambitieux, on va dire, en partant un peu sur marchand bien avec les risques que ça importe. Mais en fait, c'est stimulant, quoi, parce que quand on est face à des choses sur le papier, même des fois, j'y vais, mais je me dis, bah, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué, mais on va trouver des solutions. Donc, du coup, il y a aussi cet aspect, trouver des solutions là où tout le monde voit des problèmes. Ça aussi, je trouve que c'est une C'est vrai. excellente chose. Une excellente chose. Mais mes objectifs à moyen, à long terme, évidemment, ça va être de quitter mon travail, ça c'est clair. Mais bon, je bosse dans le transport, ça se passe bien, donc je suis pas trop. On appelle ça des chaussons de plomb, en fait, des chaussons en béton, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est confortable, tu vois, mais ça bouge pas, quoi. Ouais, non, effectivement. Alors, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors après, effectivement, moi, personnellement, mes affinités, c'est un petit peu moins le terrain. Alors, j'ai fait deux projets immobiliers, hein, tu le sais, on a déjà discuté, une colocation et un studio. Mais effectivement, à travers cette chaîne, moi, je cherche à avoir des revenus vraiment récurrents chaque semaine, voilà, même quasiment tous les jours. C'est le but pour vraiment entretenir un peu cette flamme et cette envie, voilà, d'apprendre, d'investir, d'aller au bout des choses et d'optimiser. Moi, c'est ça qui me passionne, effectivement, que ce soit à travers le crowdfunding, l'immobilier et pas mal de choses, parce que j'ai d'autres side business en parallèle, mais ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, de toute façon, c'est motivant. Et je crois que même au-delà de la liberté financière, on s'arrêtera quasiment jamais. On réduira peut-être la voilure, mais on a envie d'apprendre, voilà, d'avancer. Et c'est ça qui est important dans la vie, tout simplement. Ouais, c'est clair, il y a la soif d'apprendre, ça c'est vraiment, ça c'est inhérent à tous ceux que je côtoie, même moi à l'heure actuelle, même avec l'expérience que j'ai, je continue à me former, je continue à aller à rencontrer des investisseurs, je continue à regarder des vidéos, à suivre, essayer d'aller sur des terrains que je connais pas, je continue de progresser parce que comme tu l'as dit, le chemin ne s'arrête absolument jamais. La liberté financière, c'est une étape parmi tant d'autres parce que la question que vous devez vous poser, ceux qui te regardent, c'est bah, si demain, on vous donne X milliers d'euros par mois qui tombent naturellement, est-ce que vous allez passer 8 heures par jour à regarder une célèbre plateforme de streaming? La réponse, elle est non. Tu vois, elle est clairement non. Donc, il va falloir aussi répondre à la question quel est le but de mon existence? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Comment je peux apporter de la valeur à ce monde? Sur quelle façon je la délivre? Et ça, c'est vraiment une question qui est super importante parce que quand vous allez atteindre la liberté financière, je vous le souhaite à tous ceux qui nous écoutent, ça va être de se dire mais qu'est-ce que je peux faire qui me fait vraiment kiffer le matin? Qu'est-ce qui fait que je vais me lever le matin et que en fait, je vais bondir de mon lit parce que je vais entamer une journée avec faire des choses vraiment qui me transcendent et qui me font vraiment plaisir, que j'ai envie de faire. Ça, c'est vraiment la vraie grande question, quoi. La vraie grande question, quoi. Tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, et c'est ce que on a dit sur ma chaîne, parce que derrière, il y a des personnes qui sont reliées, voilà, à leur travail, qui sont en souffrance et qui n'arrivent pas à passer cette première étape d'investir, hein, que ce soit dans l'immobilier physique ou ailleurs, dans l'investissement, voilà, dématérialisé, enfin sur Internet, l'immobilier papier ou ailleurs. Et effectivement, de mettre un pied à l'étrier, c'est aussi donner de l'espoir et puis voilà, de permettre d'atteindre d'autres objectifs. Ouais, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, c'est clair que l'activité de marchand de biens, c'est pas simple, c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment s'accrocher sur la partie émotionnelle parce qu'en fait, l'investissement aussi, je pense que tu en parles peut-être un peu à travers ta chaîne, c'est que on parle beaucoup d'émotions. C'est valable aussi dans l'activité de marchand parce qu'on est aussi des investisseurs. Donc, il faut vraiment gérer sa partie émotionnelle, la partie gestion de stress. Mais c'est une activité qui est vraiment super, super intéressante où ça demande beaucoup de compétences sur différents aspects. Et là, aujourd'hui, bah, c'est clair que merci le crowdfunding parce que sinon, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ça va progressivement, je pense. Moi, j'appelle ça l'aubaine de notre temps, c'est-à-dire, ben voilà, les banques traditionnelles sont un peu dépassées. Il y a le cash est disponible sur les marchés parce que je ne sais pas si tu as déjà dit sur ta chaîne YouTube, mais je vais vous donner quelques chiffres intéressants. Les livrets A, c'est quasi 300 milliards, je crois, qui dorment sur des comptes. Donc, il y a de l'argent qui dort en France, qui pourrait servir à des porteurs de projets comme moi ou comme d'autres, hein, pour réussir à monter des projets.
et à terme atteindre le Saint Graal, la liberté financière, et de continuer à faire des choses qu'on aime, avoir du temps pour nous, pour nos familles, pour nos femmes, enfin pour nos proches, et continuer à investir. Donc pour ceux qui nous regardent, regardez pas trop le haut de la montagne, on va peut-être finir là-dessus, regardez pas trop le haut de la montagne, regardez d'abord les marches, commencez par investir. Alors là, comme tu en parles sur ta chaîne YouTube, même si c'est 50 euros en bourse, même si c'est 50 euros en crowdfunding, c'est pas grave, c'est l'action qui compte. Et petit à petit, ben, vous allez vous allez bâtir votre indépendance. Ça va prendre du temps. J'aime dire que c'est un marathon, que c'est pas un sprint. Il faut prendre son temps, il faut bosser ses objectifs, il faut vraiment pas hésiter à aller, faut vraiment pas hésiter à aller rencontrer d'autres investisseurs et vivre ce marathon avec d'autres. Vous allez voir, c'est vachement plus agréable. Tout à fait. On va rester sur ça, sur ce mot de la fin. En tout cas, c'est très, très inspirant. Et puis, clairement, passer à l'action, c'est le plus important, quel que soit le domaine. Bah, écoute, merci Greg hein, pour cet échange. Et puis, bah, Merci écoute, Laurent. voilà, il y a tes liens en description. C'est écrit en N'hésitez dessous, pas ouais. à aller à vous abonner à la chaîne de Greg. Et puis, bah, écoute, je te dis à bientôt. À bientôt Laurent. Ciao, ciao. Allez, salut. Bye bye.